Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous ce midi au 39 21, un tremblement de terre. Les Britanniques sortent de l'Union européenne. Voilà, et donc nous en parlons ensemble sur l'antenne d'Europe 1 avec Christian Lequen, spécialiste des questions européennes à Sciences Po, pour répondre à vos avis, vos opinions, vos inquiétudes ou au contraire la joie que vous ressentez après ce vote des Britanniques. Bonjour Joël. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime, bonjour à vos invités. Vous êtes à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Tout à fait. Et le résultat britannique vous a fait plaisir, je crois. Oui, voilà, j'ai été assez surprise en bien ce matin en écoutant les résultats, effectivement. Oui, je suis satisfaite parce que déjà, je trouve que David Cameron a été assez courageux de proposer ce référendum aux Anglais, car ça a dû être fait quand même contre son camp, je suppose, enfin contre son camp, contre l'avis du Parti conservateur dont il dépend. Oui, enfin du moins, pour être précis, parce que c'est un point intéressant, l'année dernière, il a provoqué des élections législatives anticipées, ça se produit souvent en Grande-Bretagne, et pour garder la cohésion du Parti conservateur, qui est très divisé sur la question européenne en Grande-Bretagne, il s'était engagé à faire un référendum. Pour lui, d'accord, ok. Et donc il l'a fait, voilà. D'accord, il l'a fait. Bon, l'histoire de ce référendum est celle-là. Voilà, oui, il l'a fait. Bon, effectivement, les Anglais ont dit oui à pas une grande majorité, mais quand même. Voilà, écoutez, moi je suis satisfaite parce que c'est vrai que les Britanniques, depuis qu'ils sont entrés dans l'Europe, ne voulaient avoir que des avantages. Voilà, ils ont voulu garder leur monnaie nationale. On a dit oui. Ils ont quand même beaucoup d'aide. J'entendais il y a 2 ou 3 jours un grand céréalier anglais qui disait que la moitié de ses revenus venaient de l'Europe, des aides européennes. Des aides européennes, oui. Donc voilà, tout ça, c'était pas possible, quoi. Ils voulaient avoir que des avantages. Mais alors Joël, précisez un point, parce que du coup, je ne sais pas bien vous situer. S'il y avait un référendum en France, par exemple, vous voteriez quoi, vous ? Disons que ça dépendrait déjà de la question qu'on nous poserait. Est-ce qu'il faut quitter l'Europe ou pas ? La France doit-elle quitter l'Europe ? Alors l'Europe, peut-être pas, mais déjà l'euro. Moi, je trouve que l'euro nous a fait beaucoup de mal. La monnaie nous a fait beaucoup de mal. Voilà. Et revoir un peu la façon dont est gérer l'Europe, peut-être les frontières, effectivement. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Peut-être pas quitter, mais revoir beaucoup de choses quand même. Voilà. Revoir, mais pas quitter. Vous voyez, c'est compliqué parce que un référendum, c'est un peu binaire. Je pense que. Mais restez avec nous, Joël, un instant. Christian Lequen, l'euro, ça a du mal à passer. Parce que on vit avec depuis maintenant 15 ans, non 13 ans 14 ans 2002 13 ans. Absolument. Alors, 2002. Moi, ce que je trouve intéressant dans la question de Madame, c'est ce qu'elle dit sur les hommes politiques. C'est-à-dire que il y a quand même un sentiment dans nos sociétés démocratiques, et je pense que c'est vrai de tous les pays européens, sur lesquels les hommes politiques manquent de courage et ne prennent pas de risques. Et c'est vrai que Cameron a pris des risques. Incontestablement. Voilà. Mais il a pris des risques politiques pour essayer de garder le pouvoir, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Michel Apathy, au sein de son parti politique. Donc c'était une démarche éminemment politicienne. Voilà, c'est ça. Il y a juste une question. Oui, allez-y Joël. Oui, je voulais juste poser une question à votre invité. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les immigrés, par exemple, de Calais, qui attendent de passer en Grande-Bretagne ? Parce que j'avais entendu, je ne sais plus quel homme politique, je crois bien que c'était François Hollande, qui avait dit que si la Grande-Bretagne sortait, à ce moment-là, on ouvrirait, entre guillemets, la frontière pour qu'ils partent sur la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? À mon avis, il se passera pas grand-chose, Madame, tout simplement parce que les immigrés qui attendent à Calais dans des conditions humanitaires absolument déplorables, leur sort n'est pas régi par l'Union européenne ni par l'espace de Schengen, puisque la Grande-Bretagne n'est pas membre. Leur sort est régi par un accord bilatéral. Donc on peut tout à fait imaginer que cet accord bilatéral continue. France-Grande-Bretagne, Xavier Bertrand, ce matin, dit qu'il faut le renégocier. Il y a des effets d'appel, effectivement, des hommes politiques qui commencent à s'exprimer sur ce thème. Mais je pense en même temps que on ne peut pas laisser partir des gens sur des bateaux, arrêter les contrôles, etc., dans une zone qui est extrêmement dangereuse. Enfin, c'est un des points de passage pour les navires de commerce. Il y a les ports d'Anvers et Rotterdam pas loin, le plus dangereux d'Europe.
Donc il y a aussi une dimension humanitaire. Donc je ne crois pas que les autorités françaises vont laisser partir et qu'on aurait le même phénomène qu'entre la Turquie et la Grèce, par exemple, ce qu'on a connu cet été. Voilà, Joël, à propos de Calais. Voilà. Alors, bien, je voudrais dire quand même un petit mot à madame sur le fait que les Britanniques n'ont tiré que des avantages. Mais nous aussi, nous avons tiré, les autres Européens, certains avantages de la participation de la Grande-Bretagne. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a actuellement 300 000 Français qui travaillent à Londres. Londres est la 7e ville française du monde et dont toutes les catégories socio-professionnelles. Ça va des banquiers très expérimentés jusqu'à des jeunes gens qui travaillent dans des bars, dans des restaurants. Donc pour eux, la vie sera beaucoup plus difficile maintenant, car il va falloir des permis de travail, etc. Mais jusqu'à présent, ils ont quand même tiré avantage du fait que l'Union européenne avait la Grande-Bretagne comme membre. Voilà. Effectivement, mais bon, ça va être des conséquences effectivement du Brexit, mais bon. Après, évidemment, tout ne peut pas être rose et blanc, et voilà, mais bon, c'est sûr que ça va poser des problèmes pour certains. Mais bon, tout n'est pas positif, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que les Anglais ont voté, ont eu la possibilité de dire ce qu'ils voulaient. Voilà, et ils l'ont dit, donc la Grande-Bretagne, je ne sais pas quand, mais ne fera plus partie de l'Europe. Voilà, merci. Tout à fait, mais ils resteront européens, ils ne vont pas devenir asiatiques ou américains pour autant. Ils ne seront plus dans l'Union européenne, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Joël. De rien, au et revoir. je vous souhaite une bonne journée dans le Loiret. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour, Judith. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris. Oui. Et vous, comment vous avez réagi au Brexit ? Eh bien, moi, je suis satisfaite, mais je suis inquiète. Mais je vais vous dire, je suis inquiète dans tous les cas. Donc, pour moi, ce qu'ils ont fait, les Anglais, ils ont réagi avec du bon sens. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'on ressent. On est beaucoup à ressentir, c'est-à-dire une inefficacité et littéralement on se moque de nous avec cette Europe. Pourquoi ? Parce que déjà l'Europe sociale, elle a jamais fonctionné. Et si je peux me permettre, je trouve que le positionnement de la personne précédente n'est pas très cohérent dans la mesure où effectivement ils ont profité, mais vous avez vu, eux-mêmes ont réagi en disant qu'ils en sortent. Donc l'un dans l'autre, ils se sont bien rendus compte de pas mal de lacunes. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'a démarqué l'Angleterre, la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe, c'est qu'ils ont toujours mis qu'un pied parce qu'ils voyaient très bien, ils avaient peur de cet esprit latin qui tourne en rond. Et bien, au bout d'un certain temps, voilà, ils ont pris la responsabilité et ils disent ok, on se sépare, on va regarder du côté des États-Unis, du côté de l'Australie. Et de toutes les façons, ils sont pas bêtes, ils savent très bien qu'on restera voisins et bon an mal an amis, et ils arriveront très bien à se parfaire d'un meilleur équilibre. Alors pour être précis, Judith, il faut, parce que pour le coup, on le dit peu. Mais pour être précis, les Anglais ont voté non, et plutôt les Anglais des campagnes que des villes. Exactement. Les Gallois ont voté non, mais les Écossais et les Irlandais du Nord ont voté oui. Hein. Oui, eux, ils n'ont pas envie de sortir. Hein. Bien sûr, non, mais de toute façon, c'est pas une unanimité. Non, ça veut dire que la Grande-Bretagne peut cesser d'exister dans quelques années à ce rythme-là. Hein. Peut-être, effectivement, parce que c'était mon deuxième point, c'est qu'en fait, ils ont ouvert un jeu de domino. Et le jeu de domino, on ne sait pas comment il va se passer. Donc, effectivement, maintenant, on va voir chaque jour des choses qui vont changer et qui va se prévaloir et qui va retirer gentiment ses cartes du jeu au bénéfice de ce désengagement officiel et complètement assumé des Anglais. Et dernier point, c'est que j'ai de toutes les façons aucune confiance dans nos politiques, qui de toutes les façons, dans tous les cas, comme ils l'ont fait jusque-là, ne font rien, sauf à vivre eux aussi sur les deniers de l'Europe. Et j'en viens à ce qui me préoccupe moi, c'est l'Europe sociale. C'est-à-dire que là, on a eu la loi El Khomri qui n'a été que l'incarnation de tout ça, ça veut dire elle a été l'expression d'un produit européen qui ne correspond pas du tout à la réalité sociale française. Et j'espère au moins de là où je suis que je vais faire gagner du temps à nos politiques, parce que maintenant, c'est fichu, l'Europe sociale, ça ne marchera pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Européens, ça veut dire du côté d'Europe de l'Est, ça veut dire Roumanie, Pologne, Croatie, etc., ils se gargarisent de nos législations qui leur permettent de venir ici, de profiter amplement de ce marché du travail, quand nous, bien entendu, nous n'irons jamais en Pologne ou quoi que ce soit, parce que les couvertures ne sont pas assurées. Il y a 40 000 travailleurs qui viennent détachés. Hein. Vous savez, c'est pas amplement, enfin, c'est pas une invasion non plus. Hein. Ah bah si, bien sûr,
c'est une invasion, regardez les routiers, c'est typiquement une invasion. Et ils ont raison, ils ont bien raison, parce que nous, on est les États-Unis d'Europe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous, avec nos législations, on a un degré de civilisation et de protection sociale qui n'existe absolument pas chez les autres. J'entends le fond du raisonnement, mais les travailleurs détachés, ça n'est pas une masse considérable. C'est 40 000 travailleurs sur un marché de plusieurs millions. C'est pas. Regardez dans certains secteurs, ils sont énormément là. Ils sont énormément là, et de façon générale, ils dégradent les conditions de travail. Il peut y avoir ici ou là un problème, mais c'est pas une invasion quand même. Si, moi je pense. Nous, de là où on est, on le vit comme ça. Et de là où on est, il y a des signaux qui sont donnés. Vous n'êtes pas chauffeur routier, Judith? Non, pas du tout. Je suis pas chauffeur routier, je vous rassure, je ne sais pas si je vous rassure ou pas, mais en tous les cas, il n'y aura pas de protection, il n'y aura pas de changement social, alors que c'était la première des choses qui aurait dû être faite sur le plan européen. Deux choses, madame, si vous permettez. D'abord, sur les pays d'Europe centrale et orientale, bon, évidemment, il y a un effet de concurrence économique, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une question de civilisation. Si vous me permettez, les Tchèques et les Polonais sont des peuples extrêmement civilisés, et aussi civilisés que les Britanniques et les Français ou les Espagnols. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que vous nous dites les Britanniques ont très bien fait de sortir parce que on n'a pas l'Europe sociale. Mais je voudrais insister sur le fait que ceux qui ont choisi de sortir en Grande-Bretagne, c'est précisément parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'Europe sociale, c'est-à-dire trop de régulation. Les conservateurs eurosceptiques sont des néolibéraux, au même titre d'ailleurs que M. Farage, le leader de l'UKIP. Il est d'ailleurs le seul leader d'un parti populiste d'extrême droite qui défend un programme économique néolibéral. Donc c'est exactement pour le contraire, pour les raisons contraires, que les conservateurs opposés à l'Europe ont fait campagne. Voilà. Oui, si je peux me permettre, j'ai pas dit que c'était pour l'Europe sociale. C'est moi en tant que Française qui me préoccupe maintenant de ce qu'il en restera sur l'Europe sociale. Mais bien entendu, les Britanniques n'ont jamais mentionné ce motif à l'origine de leur décision. C'est bien sûr d'autres considérations. Mais pour dire que maintenant, sur la question qu'est-ce qu'on fait, moi je fais partie de ceux qui est extrêmement inquiète parce que je sais que l'Europe sociale, l'Europe fiscale et l'Europe financière ne pourront absolument pas se mettre en place à l'heure actuelle, parce que tout le monde, qu'on le veuille ou pas, sera désemparé par ce premier départ. Merci Judith pour votre appel. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée à Paris. Merci. Bonjour Anne. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Londres? Oui, je suis à Londres. Donc vous êtes aux premières loges, si je puis dire. Exactement. Comment vous avez réagi ce matin? Alors, en se réveillant, c'est un petit peu le choc quand même. On savait très bien que les choses allaient être assez serrées au niveau du vote, mais on ne pensait pas qu'on allait avoir ce résultat. Honnêtement, je ne pensais pas que nous allions avoir ce résultat. Donc, vous pensiez que le camp de maintien allait gagner? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Même en sachant que ça allait être très proche. Mais on ne pensait pas vraiment que ça allait passer. Donc, beaucoup de déception, beaucoup de tristesse. Les gens autour de nous essayent de réaliser ce qui est en train de se passer, en pensant quand même que, à Londres, on est quand même dans une petite bulle. Ce n'est pas une vraie réflexion de la totalité du pays, mais les gens sont assez choqués quand même. D'accord. Et c'est un pays très divisé du coup, qui sort de ce scrutin. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs là d'où vient ma tristesse, c'est parce que je me dis que là c'est un peu c'est la fin un peu de la Grande-Bretagne en quelque sorte. On vient d'entendre que l'Écosse va vouloir refaire un référendum. Donc l'Écosse va vouloir se séparer de tout ça. Pourquoi pas l'Irlande du Nord aussi. Donc vous voyez, c'est comme disait la dame tout à l'heure, c'est un jeu de domino. Vous travaillez à Londres, Anne, c'est ça? Oui, absolument. Et vous pensez que votre situation peut être modifiée du coup avec ce vote? Ça vous inquiète? Je travaille pour une boîte française, donc effectivement les choses peuvent être affectées. Dû au taux de change qui a beaucoup bougé et bien sûr le marché est très incertain, donc avec les choses qui vont beaucoup évoluer d'ici octobre,
Je pense pas que la livre sterling risque de prendre. Ça va peut-être affecter notre business. D'accord. Restez avec nous, Anne. Alors, ça n'est pas forcément surprenant, mais c'est frappant quand même, Christian Lequen, de voir que Londres vote massivement pour le oui, et puis les campagnes anglaises votent massivement pour le non. C'est pas étonnant, on peut imaginer qu'en France, si une consultation similaire se produisait, les résultats seraient les mêmes, mais c'est quand même assez frappant de le constater. Oui, c'est lié à plusieurs types de clivages générationnels, clivages sociaux, clivages territoriaux. Si on prend le facteur générationnel, Londres est une ville où il y a énormément de jeunes, et là je voudrais quand même rappeler que les 18-24 ans, on commence à avoir des chiffres, ont voté à 70% en faveur du maintien. Donc ça, et le clivage générationnel sur le vote est beaucoup plus marqué qu'il ne l'a été chez nous, par exemple, lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Clivage territorial, vous savez, ça c'est une des conséquences aussi des politiques économiques qui ont été menées depuis la fin des années 80. Vous avez quand même ce sud de l'Angleterre très prospère, et puis ce nord de l'Angleterre, quand vous allez vraiment au nord des Midlands, qui est dans une situation économique un peu délaissée. Voilà. Et il y a plus d'hétérogénéité finalement économique sur le territoire qu'il y en a en France. Et puis après, vous avez les questions identitaires. Voilà. Là, l'Écosse, c'est véritablement une question identitaire. On veut s'opposer, je crois, à ce modèle économique anglais libéral. On pense d'ailleurs plus avec un type de modèle social-démocrate un peu à la scandinave. C'est un peu ça qui est dans les têtes en Écosse actuellement. Bon, voilà, Anne, donc vous êtes encore à Londres pour quelque temps pour votre travail ? J'y suis. Mais je voulais juste rajouter qu'il y a aussi quelque chose qui attise beaucoup les gens ici, c'est qu'il ne faut pas oublier que la campagne a été assez pathétique, la façon dont la campagne s'est passée. Et ça a été beaucoup de votes très politiques. Boris Johnson a fait en sorte de se positionner pour le Brexit, en sachant très bien ce qu'il faisait. Aujourd'hui, David Cameron vient de démissionner. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer en octobre ? Ça va être entre Theresa May et Boris Johnson. Mais toujours les référendums mêlent plusieurs questions. Celle qui est posée, et puis d'autres qui interfèrent et qui peuvent peser sur le résultat final. La démission aussi rapide de Cameron, je trouve ça assez remarquable. C'est quand même le fonctionnement d'une démocratie assez complète. Enfin, je veux dire, on cherche pas à durer, etc. On a pris un risque, on a été sanctionné, et maintenant on prend sa responsabilité, on s'en va. C'est un peu inévitable. Ça se produit aussi en France quand même. J'aimerais bien que ça se produise si je me souviens bien, aussi rapidement parfois en France. Jean-Pierre Raffarin démissionne après le référendum de 2005. Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'on est dans un pays où justement on ne démissionne pas toujours aussi vite qu'il le faudrait. Parce que les grandes catastrophes électorales produisent quand même toujours sous une forme ou sous une autre ce type de résultat. Mais enfin, bon. En tout cas, merci Anne pour votre appel. Oui, je vous en prie. Et vous savez ce qui serait drôle ? Non, qu'est-ce qui serait drôle ? Ah non, allez-y. C'est que l'Angleterre gagne l'Euro de football. Ça, c'est effectivement, ce serait assez marrant, oui. Mais vous à moi, et je pense que vous associerez à nous, on préférerait que ce soit la France. Ah bah évidemment. Nous on supporte les Français ici avec le drapeau. Bon, évidemment. Très bien. Et donc dimanche. J'adore votre accent avant de partir. Je voulais vous préciser. C'est gentil. C'est un accent basque. Et oui, je sais. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, Anne. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Maxime ? Oui, un étonnement simplement personnel. Pour revenir sur, on parlait tout à l'heure de l'Europe sociale, on a vu et entendu plusieurs reportages ces derniers jours où beaucoup d'Anglais venus de milieux populaires qui sont notamment assujettis au contrat 0 heure disaient on est dans une situation économique absolument épouvantable, il faut qu'on en sorte, donc il faut qu'on sorte de l'Europe. Qu'est-ce que ça peut changer le fait de sortir de l'Europe pour ces gens-là ? Je pense que l'Europe, parce qu'elle avait une charte des droits fondamentaux qui incluait notamment un certain nombre de droits économiques, était plutôt pour eux protectrice. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'était l'Europe et à quoi elle pourrait leur servir. Mais bon, ça arrive très souvent. Dans la campagne électorale, il y a beaucoup de malentendus et beaucoup d'ambiguïté. C'est évident. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous êtes à Roanne, dans la Loire. Oui. Et le Brexit, alors, vous en pensez quoi ? Quelque part, ça fait peur, oui, bien entendu. Oui. Mais en même temps, je pense que c'est le résultat de... Tout le monde s'y attendait, quelque part, et je pense que c'est un signe de ce qui risque de se passer dans d'autres pays en Europe.
Oui. Et je pense que ça va être contagieux dans le sens où de plus en plus les peuples européens rejettent l'Europe telle qu'elle a été construite. C'est une Europe du libéralisme, de l'argent, des banques. C'est pas une Europe. Moi, j'ai une petite PME. Je veux dire, c'est pas une Europe qui va vers les PME. Hein. C'est une Europe qui va vers les grandes banques, vers les grands machins, voilà, les grandes institutions, etc. On n'est pas du tout comme des pays comme les États-Unis ou les marchés chinois où on sait se protéger en même temps. On sait protéger nos marchés, on sait mettre en avant ils savent mettre en avant leurs marchés, etc. Nous, c'est du libéralisme à outrance, et ça, c'est rejeté, mais par tout le monde. Ce libéralisme à outrance, c'est pas du social. Moi, je pense pas que ce soit du social qu'il faudrait. C'est plus dans le sens qu'on devrait mettre en avant les marchés européens et notre marché intérieur. Voilà, comme les États-Unis savent le faire, ils prennent tout à la carte. Les États-Unis, ça on accepte pas, ça on accepte. L'Européen, il baisse tout le temps son pantalon. Je suis sûr que les Anglais, ils vont sortir. Ils vont encore avoir le bon truc. L'Europe va accepter tout et n'importe quoi de l'Angleterre. On va encore baisser notre pantalon et ils vont encore avoir la belle part du truc. Ils vont en sortir, mais ils vont renégocier des accords bien qui iront dans leur sens. Et on va dire encore amen à tout. L'Europe n'a aucune force politique. Aucune force politique. Il n'y a pas de. Même pour mettre en place un petit PNR, il faut mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, et le jour où ils essaieront de le mettre, ils diront on le mettra en 2025. Oui, c'est une lourdeur administrative, mais incroyable, et sans puissance, sans rien du tout. Le PNR, c'est le suivi des passagers dans les avions. C'est un exemple. Alors, il faut noter qu'au Parlement européen, les partis nationalistes ont toujours voté contre le PNR. Oui, mais c'est pas les partis européens, c'est pas les partis pro-européens, mais c'est les partis nationalistes qui ont toujours bloqué, avec d'autres d'ailleurs, les écologistes par exemple, mais tous les partis nationalistes, le Front National notamment, a toujours voté contre le PNR. On est comme en France, on est bloqué. Si on essaie d'être précis, c'est... Oui, d'accord. Bon. Restez avec nous, Laurent. L'effet de contagion... Non, c'était pas ça qui m'intéressait chez Laurent, en fait. C'était autre chose, c'était le manque de protectionnisme européen. On entend souvent ça. L'incapacité de l'Europe à protéger son propre marché intérieur. Oui, mais je pense que on n'est pas plus protectionniste ou moins protectionniste que les autres. On pense dans notre imaginaire, les Américains le sont plus, par exemple. Oui, ce qui n'est pas complètement faux, mais on a nous des pans de notre économie qui sont quand même très protégés. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, au Brésil ou en Australie et que vous parlez de l'Union européenne, la première chose qu'on met en avant, c'est le protectionnisme de la politique agricole commune. La politique agricole à l'égard des tiers, j'entends, c'est-à-dire à l'égard des autres pays du monde, elle est extrêmement protectionniste. Vécue comme protectionniste par les autres. Donc j'ai l'impression que tout le monde a le sentiment aujourd'hui, dans ce monde globalisé, qu'il est plus libéral que l'autre et que l'autre est plus protégé que lui. Et ça n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours la vérité. Ça, Laurent, ça va pas vous amener à changer d'opinion. Et même chose sur le modèle social. Surtout, l'autre jour, j'entendais comme quoi on pouvait acheter des sociétés en Europe sans demander d'autorisation à personne aux États-Unis. Je crois pas que ça se passe comme ça. En Chine, c'est sûr, ça se passe pas comme ça. Mais il y a plein d'endroits où ça se passe pas comme ça. C'est en Europe, on a l'impression que c'est du libéralisme, que faites ce que vous voulez, quoi. Après, c'est peut-être qu'une mauvaise question, mais beaucoup de choses. L'euro, quand j'écoute les gens dire l'euro, moi, en tant que PME, je peux vous dire que l'euro, c'est pas mauvais. Ça nous donne une stabilité, alors que... mais parce que les gens regardent le prix de la baguette, en fait. Et je les comprends en même temps. Mais vous pensez que l'euro apportait quelque chose ? Je pense que ça apporte une stabilité, ça évite, bien sûr, au niveau des fluctuations, regardez la livre sterling. Non, mais je suis d'accord avec vous. Elle s'est effondrée de je ne sais pas combien de pourcents. Sur l'Europe sociale, Christian, lequel vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais ajouter que ce que disait monsieur sur la nécessité de relancer un projet politique est effectivement le point important. Et ça nécessite 2 choses. D'abord, ça nécessite, comme le disait tout à l'heure François Bayrou, que les hommes politiques prennent un minimum de risques. Et moi, je trouve que les hommes politiques, en particulier continentaux, sur l'Europe, ne prennent plus de risques. Comme c'est un sujet embêtant, finalement, on met ça sous le tapis et on n'en parle pas. Oui, voilà. Ça, c'est le premier point. Mais rien ne se fera sans l'adhésion des peuples, c'est ça. Donc, si les peuples n'y croient pas, je ne vois pas comment ce volontarisme peut exister. Donc il faut aussi que dans la société, on arrête de dire l'Europe c'est terrible, l'Europe c'est affreux, etc. Qu'on réfléchisse un minimum à un nouveau projet et qu'on soit prête
là aussi à prendre le risque d'y adhérer. Sinon, on ne fera rien. On ne fera rien. Et à l'échelle du monde, je dois dire que nos pays sont très petits, très petits. Voilà. Même l'Europe, par rapport aux grandes puissances qui existent aujourd'hui émergentes, c'est plutôt un petit ensemble. Donc la France individuellement, l'Allemagne individuellement, etc., c'est encore beaucoup plus petit. Merci beaucoup Laurent pour votre appel. Ok, je voulais juste rajouter leur réaction. Rapide. Vite fait. Simplement, là, ils devraient réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. Il faudrait qu'ils se réunissent en truc extraordinaire. Pas pour dire on fait quoi de l'Angleterre, mais pour dire on fait quoi pour empêcher l'Europe d'éclater. Quoi. Alors samedi, demain donc, il y a une réunion des 6 ministres des Affaires étrangères des pays européens. Et puis mardi, un sommet spécial. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en sortira ? On ne sait pas. Mais on verra bien. Merci beaucoup Laurent pour votre appel. Je vous souhaite une bonne journée à Roanne. Merci Christian Lequesne de nous avoir accompagnés dans ce dialogue. Avec plaisir. Avec les auditeurs d'Europe 1. Vous étiez nombreux à nous appeler. Je vous en remercie. Et nous nous retrouvons lundi à 13h10 par l'intermédiaire du 3921 sur l'antenne d'Europe 1.